comme vous savez tous, je suis absolument incompétent sur le lac Tchad. Je n'ai jamais mis les pieds. Et donc, c'est de façon complètement usurpée que je suis ici à côté de Charline, quoi. Et en fait, cette communication commune est issue de rencontre à l'occasion de la soutenance de thèse de Charline. On s'était croisés un petit peu avant aussi. Donc, elle avait fait en agriculture comparée et géographie sur l'intensification de l'espace, de l'utilisation de l'espace sur les rives camerounaises du lac Tchad et montrer les différentes pratiques et les modalités très complexes et très efficaces d'imbrication des usages agricoles, halieutiques et pastoraux sur le lac Tchad. C'est une thèse remarquable, je le dis tout de suite, c'est pas parce que tu es là. Et en même temps, ça, moi, de mon point de vue de lecture d'anthropologue travaillant sur les questions de foncier et de ressources naturelles, c'était complètement fascinant comme cas, et en même temps me posait un certain nombre de questions autour de mais comment ça marche du point de vue de l'accès aux ressources, de la coordination des usages, de la régulation. Et du coup, ce cas en même temps me paraissait extrêmement intéressant et quasiment emblématique par rapport à un certain nombre de débats autour de justement des communs, des usages partagés de l'espace, des formes de pluriusage d'espace, etc. Donc c'est à la suite de ça en fait qu'on a décidé de travailler ensemble, quoi. Et du coup de croiser, de voir dans quelle mesure, de mettre à l'épreuve des grilles d'analyse d'anthropologie du foncier et des ressources naturelles autour de la gouvernance des ressources. Est-ce que ça fonctionnait pour rendre intelligible la façon dont est organisé et structuré ces multi-usages et inversement, du coup, effectivement, de mettre ces théories-là à l'épreuve du cas du lac Tchad. Donc ma contribution, elle est limitée à essayer de poser des questions et à embêter, voilà, à embêter ceux qui. Alors, finalement, le questionnement que cela m'évoquait renvoie effectivement à la question des communs et aussi les fluctuations que je sentais dans la littérature autour des communs entre une exception très large et une exception très étroite de la notion. Une exception très large, tout ce qui n'est pas approprié de façon privative, qui du coup effectivement regroupe une somme de situations extrêmement importantes à l'échelle du globe et en même temps une gamme de situations extrêmement variées. Et donc une fois qu'on a dit commun au sens très large, qu'est-ce qu'on décrit ? Quelles sont les configurations, les rapports entre acteurs, les faisceaux de droit, les formes de régulation, etc. Et puis, ce qu'on peut appeler de façon restrictive le modèle ostromien, ce qui correspond bien au design principle. Effectivement, cette conception sur les communs, c'est une ressource plus une communauté plus un ensemble de règles, avec les variants, et qui du coup, donnant une vision restrictive finalement de ce qu'est les communs, ça marche effectivement en oasis, Omar en a parlé, ça marche bien dans certains cas, mais ça ne peut pas rendre compte de l'ensemble des situations qui ne relèvent pas de formes d'appropriation privative. Et du coup, il y avait un sentiment de dire, entre les deux, comment est-ce qu'on essaye de ne pas flotter entre les deux exceptions, et comment est-ce qu'on avance là-dessus. Il y avait aussi un certain nombre de questions liées à un regard anthropologique sur la théorie des communs, donc un peu l'école ostromienne, même s'il y a plein de dimensions différentes, qui repose quand même beaucoup sur, d'une part, un postulat d'individualisme méthodologique. On cherche à comprendre comment il est rationnel pour les individus cherchant leurs intérêts de contribuer malgré tout à de l'action collective et à de l'intérêt général. La question sur les incitations des règles, etc. Un cadre d'analyse globalement fonctionnaliste, on l'a évoqué ce matin, la question des conflits, des questions pas complètement traitées. Le problème de la communauté, qui n'a pas le même sens en anglais qu'en français, on sait bien, mais qui est une notion qui est très, très discutée en anthropologie. Et puis le fait que l'idée de dire une ressource, une communauté, effectivement, traite bien effectivement de l'irrigation, éventuellement du pastoralisme, mais les situations où un espace est partagé entre différents utilisateurs de ressources différentes, et cette question du pluriusage est moins au cœur de la théorie ostromienne, et du coup pose question sur la façon de l'aborder et le comprendre. Et puis dernier point aussi, finalement, une question dans la théorie
des communs autour des ressorts de l'action collective, des sources de l'autorité et la capacité à effectuer des sanctions, les sources de cette confiance qui font que les comportements sont prévisibles, sont pas les mêmes dans les pêcheries de homards du Maine dans une société américaine individualiste du XXe siècle et dans des sociétés dites traditionnelles où en tout cas les fondements de la communauté sont des communautés politiques avec quelquefois une légitimation magico-religieuse, en tout cas des choses qui ne relèvent pas des mêmes, pas de société individualiste et où donc la question de l'action collective, du rapport à l'autorité, des capacités de sanction ne se pose pas de la même façon. Du coup, je sentais le risque dans la multiplication des travaux actuels sur les communs, qui sont extrêmement intéressants par bien des aspects, d'une dimension un peu tautologique. C'est les communs vous dis-je, comme le médecin de Molière disait, les poumons vous dis-je, c'est-à-dire qu'on sait des communs et donc on ne va pas plus loin pour comprendre ce qu'il y a dedans et quelquefois un risque de raisonnement tautologique. On disait, essayons de mettre à l'épreuve une entrée, de décaler un petit peu le regard et d'entrer par une question de gouvernance au sens empirique, non normatif du terme. Donc, un ensemble de régulations qui émergent d'interactions répétées entre des acteurs et des institutions. Alors, les interactions répétées, on n'est pas à des milieux, effectivement, de la question d'émergence des règles et de la confiance, mais disons, on observe de façon empirique cet ensemble de régularités pour voir qu'est-ce qu'il se passe et comment ça se qualifie. Et du coup, c'est une démarche qui part effectivement des acteurs et de leur mode d'accès à la ressource pour du coup identifier la nature des concurrences ou des compétitions, des conflits, les enjeux de coordination ou d'action collective qui se jouent, et de voir du coup s'il existe des formes de coordination ou de régulation, de quel niveau, sur quel registre, éventuellement variées selon les objets et les moments, et y compris la contestation, les débats sur l'effectivité de ces régulations. Et du coup, il nous semble que c'est à partir de là qu'on peut finalement remonter le mécano entre guillemets et s'interroger sur l'existence de communs acquis, de quelle forme de régulation, à quel niveau, et finalement de prendre la question du commun comme une conclusion de l'analyse et non pas comme un postulat de départ. Et du coup, à travers ça, effectivement, en s'interrogeant sur les formes de coordination, de régulation, eh bien, on voit en pratique, et là on retrouve effectivement les règles effectivement en pratique d'Ostrom, quelles sont les normes, les autorités, les pouvoirs, éventuellement multiples, parce qu'on sait qu'on est souvent dans des configurations de pluralité des normes, et donc de tensions ou de conflits éventuels entre registres de normes. Donc quelles sont les normes, les autorités, les formes de pouvoir effectivement mobilisées par les acteurs dans les différentes configurations auxquelles ils sont soumis. Donc on a essayé de construire une grille d'analyse qui part des ressources et des espaces ressources. Donc ça c'est une notion qu'a définie Jacques Weber, le fait qu'une ressource d'une part n'existe que tant qu'elle est susceptible d'un usage et que d'autre part les règles qui la gouvernent vont dépendre des espaces ressources. Donc c'est pas pâturage, c'est pâturage de bas-fond, pâturage pluvial sur les terrains cultivés, etc. S'interroger sur les usagers et les différents modes d'accès à la ressource sans présager que ça renvoie à un droit. Et puis les différentes formes de coordination, de régulation qui peuvent être de ressorts très, très variés. Voilà, et par rapport à ça, justement, le cas des rives du lac Tchad, sur laquelle Charline a beaucoup travaillé et a structuré sa thèse, était effectivement un cas d'école pour travailler un peu ces questions-là, les mettre à l'épreuve. Et donc, je passe la parole à Charline pour rentrer dans le cas, et puis on reviendra sur quelques éléments de conclusion qui nous paraissent intéressants à tirer de ce cas. Voilà, donc j'enchaîne tout de suite sur le lac Tchad. Donc rapidement, le lac Tchad, c'est une zone humide transfrontalière, donc vous le voyez ici, qui est partagée entre le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Pourquoi ça nous a semblé être un cas d'école pour discuter de ces questions de commun et de gouvernance du pluriusage? D'abord parce que cette zone humide a connu une dynamique démographique et économique assez exceptionnelle depuis les années 70, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un espace qui nourrit largement les deux métropoles de l'arrière-pays, N'Djamena et Maïdougouri, mais aussi les marchés urbains du sud du Nigeria. Donc, c'est un espace qui a été le lieu d'une intensification du pluriusage de l'espace, avec une forte imbrication des usages à la fois agricoles, pastoraux et halieutiques.
Et ce qui est assez inédit, en fait, c'est qu'on a une dynamique de peuplement des pouvoirs qui est récente. Donc ça permet d'avoir une situation assez rare, de lire une situation assez rare de construction de formes de coordination autour de ressources pluriusages sur des espaces où finalement le contrôle coutumier est faible. Donc on va essayer quelques images, quelques illustrations pour essayer de s'imprégner de ce pluriusage. Alors ce graphique a un petit peu, je vous l'accorde, demande une certaine gymnastique. Je vais vous montrer des photos tout de suite, ça va aller un petit peu mieux. Mais c'est un petit peu pour vous montrer comment s'imbriquent les usages dans l'espace et dans le temps. Donc vous avez en abscisse une topographie un petit peu schématique de la cuvette lacustre, en ordonnée le temps annuel, les saisons qui passent. Et puis la courbe bleue, elle représente un petit peu l'arrivée et le retrait de l'eau. Ce qui est important de regarder, c'est ces cubes bleus, verts, jaunes qui montrent que les usages halieutiques, agricoles, pastoraux se juxtaposent, s'imbriquent, se superposent. Donc, par exemple, là, si on se place dans un point donné de la topographie, on va avoir ici l'eau, par exemple, la crue qui arrive en octobre et puis qui va se retirer autour du mois de mars. Et puis on peut regarder du coup un petit peu la succession des usages sur ce même espace. Alors si on se place au moment de la montée des eaux, on va trouver des engins de pêche qui sont placés dans les marécages juste au moment de la montée des eaux. On va avoir dans le même temps et un peu plus longtemps, au fur et à mesure de la montée des eaux, cette fois des troupeaux qui vont venir pâturer le pâturage dans les marécages. Et puis, quand la parcelle va s'exonder, et ben là, quand la terre va être exondée, on va avoir des mises en culture, mais toujours du pâturage à côté, juxtaposé. Donc, vous voyez vraiment la proximité des parcelles et des troupeaux. Et puis finir donc peut-être sur cette photo un petit peu emblématique de cette imbrication des usages, où vous voyez le filet là, qui est resté après l'exondation. On devine une parcelle qui a été travaillée et puis un troupeau de moutons au fond. Donc, avant de parler des formes d'accès et de coordination, simplement vous présenter rapidement le fonctionnement hydroécologique du lac et une petite histoire très brève du peuplement et des pouvoirs pour un petit peu avoir les clés de compréhension nécessaires. Alors, un bref aperçu. Comme toutes les zones humides sahéliennes, le lac Tchad se caractérise par une variabilité structurelle du niveau des eaux. Mais la grande différence avec le delta intérieur du Niger ou la moyenne vallée du fleuve Sénégal, c'est que pendant les grandes sécheresses des années 70-80, là où on avait finalement une diminution drastique des plaines de décrue, ici au contraire, on a eu une rétractation du plan d'eau libre, donc les eaux permanentes, qui ont laissé place, qui ont découvert des vastes espaces de décrue, des marécages dont une partie s'exonde en saison sèche pour laisser place aux terres qui vont être cultivées et pâturées. Donc ça, c'est ce que vous voyez un petit peu sur cette image satellite. En bleu, c'est les eaux, en rouge, c'est les marécages et les plaines de décrue. Et puis sur la carte, vous voyez bien cette transformation du lac entre un vaste plan d'eau et puis des plans d'eau libre réduits et des marécages en vert, donc je vous le disais, qui s'exondent en partie pour laisser place aux terres de décrue. Voilà. Et puis une variabilité un peu plus importante dans la partie nord du lac qui, certaines années, n'est pas inondée quand le niveau de la crue est trop faible. Alors, ça, comment ça se concrétise sur les rives camerounaises, sur lesquelles on va vraiment porter notre attention, et par des déplacements d'une année sur l'autre, du parcellaire, des pâturages, des marécages, de quelques centaines de mètres à parfois quelques kilomètres. Donc du coup, évidemment, en termes de régulation, on devine tout de suite qu'une des questions centrales, ça va être la mobilité des ressources, à la fois agricoles, pastorales et halieutiques. Par contre, ce qui est important à bien saisir, c'est qu'ici, finalement, la question du renouvellement de la ressource, c'est quasiment une non-question, parce qu'elle va plus dépendre des conditions hydroclimatiques que des prélèvements. Donc cette question du renouvellement de la ressource qui structure généralement la réflexion autour de la gestion des ressources naturelles, ici, elle ne se pose pas. La vraie question qui se pose, c'est celle vraiment de la régulation de la concurrence entre usagers, entre acteurs. Alors, un point maintenant rapide sur la dynamique du peuplement. Voilà, ça c'est la partie camerounaise du lac Tchad dans les années 1960. Donc vous voyez ce bleu là, c'est les eaux libres. On a simplement une mince dérive très très peu étendue, quelques centaines de mètres qui se découvrent
en saison sèche, où sont installés les points verts. C'est des villages d'agro-éleveurs arabes Shoa qui ont été créés au cours du 19e siècle. Et puis, dans les années 60, c'est une période, c'est le boom de la pêche. On a des migrations assez massives vers le lac, avec la création de premiers campements et villages de pêcheurs, donc c'est les points bleus, et puis les points gris. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que ces migrants, ils viennent pour les premiers du nord-est du Nigeria. Les populations riveraines et les populations de l'arrière-péri, pour elles, les eaux, c'est un milieu inconnu. Donc elles vont rapidement rejoindre les premiers migrants, elles vont venir se former à leur côté, mais ce n'est pas elles qui vont initier la colonisation. 20 ans plus tard, évidemment, le lac, la physionomie de cet espace a complètement changé. Vous voyez que les eaux libres se sont largement rétractées, se sont reculées plus vers l'intérieur de la cuvette lacustre. On a eu en jaune, là, tout ça, c'est des espaces qui sont asséchés, où on n'a plus l'arrivée de la crue. Et puis, par contre, la découverte de vastes marécages, espaces de décrue, là, en vert. Et donc, du coup, une colonisation agro-pastorale d'ampleur avec la création de nombreux villages et de campements, d'éleveurs et puis de pêcheurs. Toujours avec des populations là qui viennent beaucoup de l'arrière-pays, mais aussi en fait des quatre pays riverains, et des éleveurs à la fois nationaux, du Tchad, du Niger, du Nigeria, qui rejoignent la rive du lac. Et puis bon là, encore 20 ans plus tard, là cette fois-ci on a un retour des eaux, donc on a un déplacement des espaces de décrue plus vers l'extérieur de la cuvette lacustre, et on a une dynamique de densification du peuplement, avec, vous voyez, l'émergence de marchés hebdomadaires qui témoignent un peu de ce dynamisme économique du lac, et des migrations saisonnières qui restent structurelles, notamment des agriculteurs, des pêcheurs, et puis des pasteurs, des agro-éleveurs et des pasteurs nomades. On a une population dense. Pour donner un ordre d'idée, en 2013, on était à peu près à 110 000 résidents permanents pour des rives longues de 50 km et larges de 5 à 10-15 km. Mais surtout, en fait, cette population de résidents permanents, à ces résidents permanents vont s'ajouter de nombreux migrants saisonniers, mais dont le nombre est très variable d'une année sur l'autre, évidemment, en fonction des conditions climatiques et puis des conditions de sécurité dans leur région d'origine et dans les parcours des saisons des pluies. Mais certaines années, on va doubler ces migrants, ils vont doubler le nombre d'actifs au lac. Donc 3 remarques sur ce peuplement. Un peuplement dense, aux origines géographiques et sociales très diverses. Une fluidité des usages avec une relative absence de spécialisation professionnelle à base ethnique. Donc on va avoir des mouvements de diversification sur l'agriculture, mais aussi l'adoption de l'élevage, de la pêche, etc. Et puis on a des relations d'obligation et d'interdépendance mutuelle qui vont se créer entre résidents, entre migrants et résidents, et puis entre groupes d'usagers, fondés notamment sur le fait qu'on a toujours les mêmes migrants qui vont revenir d'une année sur l'autre, et puis qu'on a des relations d'échange, notamment d'échanges commerciaux entre les groupes d'usagers. Du point de vue de la dynamique des pouvoirs, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'on n'a pas de pouvoir historique, on n'a pas de maîtrise territoriale ancienne sur les eaux, qui ont été exploitées à partir des années 60, ni sur les terres qui ont été découvertes progressivement à partir des années 70-80. Donc ce qui va se passer assez logiquement, c'est qu'en fait, on va avoir, c'est le sultan Kotoko qui est installé dans l'arrière-pays et à qui l'administration coloniale, puis le régime du président Ahidjo, le premier régime du Cameroun indépendant, a confié le monopole du pouvoir politico-foncier qui va prendre le contrôle du lac, mais avec un emboîtement intéressant des pouvoirs, puisqu'on va avoir, en fait, vous vous souvenez, les villages arabes Shoa qui sont installés sur les rives, on va avoir une tentative d'extension des maîtrises territoriales au fur et à mesure de la baisse du niveau des eaux, mais ça va se faire toujours sous le pouvoir qu'on peut qualifier de recouvrant, à la fois du sultan Kotoko et puis de l'administration qui va jouer un rôle de plus en plus important. Et puis on va avoir une dernière phase, en gros, qu'on peut dater aux années 90-2000, qui est le mouvement de déconcentration, de décentralisation, de démocratisation, où évidemment on va avoir des changements majeurs dans la configuration des pouvoirs, qui ne sont pas spécifiques à cette région d'ailleurs, mais du coup on va avoir une multiplication des acteurs du pouvoir sur le foncier, avec des élus locaux, mais aussi des élites nationales, notamment des hauts fonctionnaires, des grands commerçants qui financent toutes les campagnes électorales,
tous ces acteurs-là qui vont jouer un rôle important croissant dans le foncier, ou également les forces armées qui sont nombreuses sur le lac. Donc une multiplication des acteurs sur le pouvoir, et puis une compétition politique très forte pour le contrôle des mairies, qui va aboutir en fait à une instrumentalisation politique du foncier. Donc évidemment, cette phase-là, elle ne va pas être sans conséquence sur les formes d'accès et de coordination. Néanmoins, je le laisse pour la conclusion, pour me concentrer d'abord sur toutes les formes d'accès et de coordination qui ont un petit peu permis cette intensification du plurisage de l'espace. Donc au niveau de l'accès, en fait, l'accès aux terres et au pâturage de décrue se fait par autorisation. Alors, pour les terres de décrue, c'est le chef du village, qui est soit le représentant local du sultan, soit un représentant d'un des chefs arabes, qui va affecter une parcelle et prélever au moment de l'attribution, qui va faire un prélèvement au moment de l'attribution de la parcelle. Pour l'élevage, c'est pareil. On va avoir une autorisation qui va être demandée au sultan et au sous-préfet avec paiement d'une redevance pour les éleveurs non nationaux. Ça a un peu changé évidemment avec la décentralisation. Les éleveurs non nationaux demandent aussi maintenant une autorisation à chacun des maires de chacune des communes qui constituent le lac. Mais cette autorisation reste conditionnée toujours au paiement d'une redevance. Pour les éleveurs nationaux, maintenant, c'est plus que uniquement l'obligation d'être en règle du point de vue des vaccinations qui va conditionner l'accès au pâturage lacustre. Mais une fois qu'ils ont obtenu cette autorisation, il n'y a plus l'installation sur les différents campements ne fait plus l'objet d'autorisation de la part d'une quelconque autorité. Ce qui est bien important à voir, c'est que l'autorisation est accordée en dehors de tout critère socio-ethnique. Donc pour les usagers, ce principe d'égalité d'accès, il puise sa légitimité dans le principe du droit à la subsistance pour tous, qui est encore une fois pas du tout spécifique au lac. Du point de vue du contenu des droits sur la terre, ce qui est accordé à l'agriculteur, c'est un droit d'usage qui est tacitement reconductible d'une année sur l'autre et qui peut transférer à la personne de son choix en informant le chef de village. Évidemment, cette reconduction tacite, elle est très importante puisque c'est elle qui va permettre à l'usager de bénéficier du travail qu'il a investi les années précédentes en l'occurrence dans l'arrachage du couvert, dans l'amélioration de sa parcelle. Donc il y a un vrai intérêt à pouvoir cultiver d'une année sur l'autre la même parcelle. Par contre, si cet agriculteur abandonne sa parcelle plusieurs années de suite, alors on va toujours entendre 3 ans, comme une règle un petit peu, le chef de village va pouvoir réallouer cette parcelle à un autre demandeur. Et ça, c'est justifié par le fait que le couvert s'est redéveloppé d'une telle manière que de toute façon, il a annulé les gains offerts par l'investissement en travail des années précédentes. Donc on retrouve bien là le principe, là encore bien connu, du travail qui crée des droits au niveau de l'accès aux terres de décrue. Et en fait, c'est cette règle de réaffectation des parcelles qui explique le caractère peu conflictuel des changements de parcellaires qui sont impulsés par les variations du niveau des eaux, puisque les anciens usagers, qui ont été contraints de délaisser leurs parcelles, ne vont pas pouvoir s'opposer à ce que cette parcelle soit redistribuée si eux-mêmes ne sont pas en mesure de la cultiver. Elle confère aussi une grande fluidité dans l'accès à la terre, qui est précieuse dans un contexte où on a des migrants saisonniers qui vont venir plusieurs années de suite, mais après ne plus revenir, ou des résidents qui vont délaisser l'agriculture pour se reporter sur la pêche. Donc, après avoir un petit peu cerné ces questions d'accès, j'en viens aux formes de coordination. On va un petit peu parler à la fois des coordinations entre éleveurs, puis entre éleveurs et agriculteurs, et puis enfin évoquer une forme d'action collective autour de l'aménagement d'un ouvrage collectif de contrôle de la crue. D'abord, les coordinations entre éleveurs. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, l'eau, elle est facilement disponible. Les animaux vont boire dans les marécages, dans les eaux libres, ou simplement à l'aide d'un simple puisard. Donc, on est dans une situation très différente de celle des pâturages sahéliens, où l'eau est la ressource rare, et puis c'est autour de l'eau que vont s'organiser les coordinations. Ici, ce n'est pas le cas.
Pour autant, les campements ne peuvent pas être installés n'importe où. Il faut des espaces un minimum surélevés pour faire en sorte que les animaux puissent se reposer au sec. Alors, ça va me permettre, cette question de coordination entre éleveurs, de développer un petit peu la notion de facette. Il me semble que pour comprendre les coordinations entre éleveurs, on a besoin de dépasser alors, la notion de ressources, mais aussi la notion d'espace-ressources, pour intégrer les pratiques et les techniques d'exploitation dans l'espace et dans le temps. Et c'est à ça qu'a sert la notion de facette écologique ou de facette paysagère, qui est une notion assez usuelle pour les géographes tropicalistes. Et du coup, cette notion, elle permet mieux que celle d'espace-ressources d'envisager les modalités d'accès qui passent par des formes de capital social, telles que les savoirs et les compétences techniques, le capital économique ou la capacité à mobiliser de la force de travail. Donc ça je renvoie aux travaux notamment de Ribot et Peluso sur les questions de distinction entre droit et accès. Alors, je reviens avec ce petit graphique un petit peu difficile, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui est important à comprendre, c'est que comme on a des conditions d'exploitation des pâturages qui vont changer dans l'espace et dans le temps en fonction du niveau de l'eau, au fur et à mesure des mises en culture et puis de l'évolution de l'environnement. Et donc du coup, on va pouvoir distinguer différentes facettes pastorales où à chaque fois les conditions de coordination entre agriculteurs et éleveurs et puis entre éleveurs vont se poser différemment. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces facettes. On va, par exemple, si on se concentre sur les espaces qui sont utilisés conjointement par l'agriculture et l'élevage, on a pour simplifier deux grands types de facettes pastorales. On a d'abord des pâturages marécageux. Alors là, vous voyez, c'est des pâturages qui sont très abondants, qui présentent l'avantage du coup d'être situés à l'écart des parcelles. Les gens ne cultivent pas tant que l'espace est en eau. Mais par contre, qui sont difficiles à exploiter, qui sont éprouvants pour les hommes comme pour les animaux. Il faut traverser, il faut faire des longs kilomètres dans la boue. C'est des espaces qui sont infestés par les insectes, donc il faut allumer des feux. Bon, je ne détaille pas, mais ça veut dire qu'on a seulement que les bergers qui peuvent mener ces animaux dans ces pâturages, ce n'est pas des jeunes de 10-12 ans, ce n'est pas non plus des vieux, c'est vraiment des jeunes de 15 à 30 ans. Donc, comme vous voyez d'ailleurs sur ces deux photos. Du coup, on va avoir seulement certains éleveurs, ceux qui ont des troupeaux assez gros, et puis ceux qui ont la capacité de mobiliser la main-d'œuvre de ces jeunes-là, qui vont pouvoir accéder à ces facettes pastorales. Donc, en dehors de tout ce qui est pâturage marécageux, on a aussi des pâturages de décrue. Alors là, c'est des pâturages qui sont plus faciles à exploiter, mais du coup, évidemment, où l'herbe est moins abondante et puis où on a cette contrainte de proximité avec les parcelles. Donc d'ailleurs, on devine un petit peu que le berger, là, c'est un jeune garçon, dans mes souvenirs de 10-12 ans. Mais... Donc, cet accès différentiel des éleveurs à la ressource pastorale, en fonction de leur dotation en bétail, de leur accès à la main-d'œuvre, au savoir technique, leur capacité à se procurer les produits vétérinaires dont ils ont besoin, va guider des stratégies que l'on peut qualifier de stratégies d'évitement. Ce qui va se passer, c'est que les éleveurs vont organiser leur mobilité en fonction de celle des autres. Ils vont s'informer évidemment des mobilités des autres et ils vont changer leur campement par anticipation de l'arrivée d'un troupeau dont ils savent que la concurrence va leur être défavorable parce que ce groupe d'éleveurs sera mieux en mesure d'exploiter la diversité des pâturages accessibles depuis le campement en question. Donc ils vont aller chercher un autre campement où la compétition leur sera plus favorable. Et du coup, d'un point de vue de la valorisation de la ressource, ces formes de coordination par ajustement mutuel, elles sont efficaces parce qu'elles permettent que se succèdent tout au long de l'année différents groupes sur les mêmes espaces en fonction de leur capacité inégale à valoriser les ressources. Alors, au-delà de ces ajustements mutuels, on a une certaine normalisation des comportements qui permet de réguler la concurrence entre les grands groupes d'éleveurs qui, pour le coup, eux, entrent en concurrence pour les mêmes facettes pastorales. On a des groupes qui se déplacent à 15-20 ménages tout au long de la saison sèche ensemble. Et ce qu'on observe, c'est que ces grands groupes-là, ils vont occuper les mêmes campements d'année en année. Et donc, à partir de ces mêmes campements, ils vont accéder à un même ensemble de pâturages.
Donc finalement, tout se passe comme si ces grands groupes d'éleveurs, ils s'étaient reconnus entre eux un droit d'usage exclusif sur un ensemble distinct de campements et donc de pâturages. Ça ne fait pas d'eux des ayants droit, ils ne sont pas du tout en mesure de s'opposer à l'installation d'autres groupes d'éleveurs, notamment de petits groupes qui viennent à 1-2 ménages, qui vont s'installer sur le campement sans demander l'autorisation. Cette régulation, elle se fait vraiment entre les grands groupes d'éleveurs. Donc, on peut prolonger cette analyse des coordinations sous forme de stratégie d'évitement en s'intéressant aux coordinations entre agriculteurs et éleveurs. On retrouve aussi là aussi cette même logique d'évitement. Concrètement, les années par exemple où on a des pluies qui sont déficitaires dans l'arrière-pays, on va avoir beaucoup de migrants saisonniers qui vont venir cultiver au lac. Du coup, on va avoir des espaces qui vont être densément cultivés et ça va repousser les éleveurs toujours plus loin à l'intérieur de la cuvette lacustre dans des pâturages, dans des marécages toujours plus profonds et toujours plus longtemps dans l'année. Mais inversement, quand c'est les années où ces migrants sont peu nombreux, là, les éleveurs vont pouvoir revenir sur les pâturages de décrue qui sont plus faciles à exploiter, plus favorables. Donc, au-delà de ces stratégies d'évitement, on a des formes d'ajustement mutuel entre agriculteurs et éleveurs qui résultent des compromis qui sont trouvés en cas de dégâts sur les parcelles. Typiquement, donc, quand le parcellaire est dense, l'éleveur va être considéré comme étant en faute. Par contre, si la parcelle est isolée, c'est l'agriculteur qui va être considéré comme responsable. Du coup, dans ces conditions, évidemment, les agriculteurs ne sont pas incités à aller ouvrir une parcelle dans un vaste espace non cultivé, ce qui permet de laisser des espaces plus ou moins vastes, libres de champs pour le pâturage des troupeaux. Et on peut considérer que ça relève de l'ajustement mutuel parce que dans la plupart des cas, les dégâts sur les parcelles sont résolus directement au niveau de la parcelle par l'agriculteur et le berger ou l'éleveur, souvent en faisant intervenir un voisin de champ, un ami ou un parent comme médiateur. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ces formes d'ajustement mutuel, elles se basent sur un principe donc relatif à l'indemnisation des dégâts sur les parcelles, qui a été défini à un moment donné par l'administration, par le sous-préfet. Dans les années 80, quand les dégâts sur les parcelles ont commencé à se multiplier, c'est le sous-préfet, dans le cadre de la résolution d'un conflit, qui a finalement un petit peu institué cette règle d'indemnisation des dégâts sur les parcelles. Et les usagers se sont vraiment rapidement réapproprié ce principe parce qu'il est d'une part très efficace dans la pratique, il est bien adapté à la variabilité des ressources et du nombre de migrants saisonniers, et puis il est socialement légitime parce qu'il respecte quelque part ce principe d'égalité d'accès. Alors, pour terminer sur ces coordinations, quelques mots sur des formes localisées d'action collective. Tout n'est pas qu'ajustement mutuel et évitement, on a aussi de l'action collective. Elle concerne l'aménagement de digues, qui consiste en fait à barrer tout un bras du lac pour retarder l'inondation de manière à protéger plusieurs centaines d'hectares cultivés d'une arrivée trop précoce de l'eau. Elles sont ouvertes une fois que les récoltes ont été assurées pour laisser passer l'inondation et les poissons. Alors ces digues, elles sont importantes, hein, c'est plusieurs centaines de mètres de long, voire jusqu'à 2 km de long et puis 2-3 mètres de haut. Donc évidemment, ça demande un travail annuel, répété chaque année, très important. Les premiers aménagements de ce type, ils datent de la fin des années 80. Ils résultent d'initiatives spontanées des usagers qui ont été appuyées par les chefs de village pour faire face à des crues exceptionnellement précoces. Mais par la suite, en fait, on a une organisation qui s'est mise en place au niveau des différents ouvrages qui permet que la digue soit réaménagée chaque année. Et donc là, c'est plus simplement de faire face à une crue exceptionnellement forte, c'est aussi d'aller gagner des espaces cultivables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un petit peu les mêmes responsabilités qui ont été distribuées d'un ouvrage à l'autre sans qu'on ait une intervention à un niveau supérieur. On va retrouver à chaque fois un responsable technique qui est chargé de surveiller
l'arrivée de l'eau et puis de décider du calendrier des travaux. On a quelqu'un qui est chargé d'informer et de mobiliser les usagers dans les différents villages. Et puis enfin, on a le chef de village ou un de ses représentants qui va pouvoir délivrer des amendes en cas de non-participation au travail ou aux frais d'aménagement. Donc, tous les usagers dont le champ est protégé par cette digue ont obligation de travailler, de participer à cet ouvrage. Ils peuvent choisir de se désengager de l'aménagement, mais du coup, ils doivent abandonner leur parcelle. Il faut qu'ils aillent en chercher une ailleurs ou ils se reportent sur la pêche. Voilà. Et du coup, quand on a un nombre trop important d'usagers qui fait le choix d'abandonner l'ouvrage, du coup, cet ouvrage, il est abandonné parce qu'il n'y a plus assez de travail mobilisable collectivement pour réaliser l'ouvrage. Mais la situation, elle va pouvoir s'inverser d'une année sur l'autre, notamment si on a une venue massive de migrants, là, de nouveau, on a beaucoup de travail qui peut être mobilisé collectivement et on va avoir de nouveau cette digue qui va permettre de gagner des espaces cultivables. Donc, pour conclure sur le cas du lac Tchad, avant de proposer une conclusion un petit peu, de prendre un petit peu de hauteur et de proposer une conclusion un petit peu générale, plus générale, sur cette question de commun et de gouvernance. Quelques mots pour qualifier ce mode de gouvernance des ressources naturelles. Donc, on l'a vu, une forte imbrication des usages et pourtant peu de conflits entre usagers. Et en fait, des coordinations qui se font par évitement et par ajustement mutuel entre éleveurs, mais aussi entre éleveurs et agriculteurs. Je n'ai pas parlé de la pêche, mais en fait, on observe le même type de coordination pour l'occupation des campements sur les eaux libres. Campements à partir desquels on va pouvoir accéder à la ressource, quoi. Ces coordinations, ils se fondent sur quelques principes partagés qui sont très communs, en fait, qui relèvent des principes de l'économie morale des sociétés paysannes africaines, le droit à la subsistance pour tous, le travail créateur de droits, éventuellement des principes qui peuvent être formulés par les autorités en charge du territoire. Donc c'est le cas par exemple de l'indemnisation des dégâts sur les parcelles. Ce qui est intéressant pour ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que le cas du lac Tchad, quelque part, il remet en question certaines notions clés du cadre théorique d'Ostrom. C'est bien sûr d'abord la notion de communauté, puisqu'ici on n'a pas d'ayant droit qui dispose d'un droit d'usage en vertu de son appartenance à un groupe social donné, mais uniquement des utilisateurs autorisés. Et cette autorisation, elle est utilisée par les autorités du territoire comme un moyen de prélèvement de rente, mais elle n'est pas autorisée, enfin elle n'a pas été autorisée comme un moyen de contrôle politique, comme un moyen de structurer des appartenances nouvelles, et du coup on n'a pas d'exclusion. On a au contraire un principe d'égalité d'accès qui a structuré cette dynamique du peuplement et ce peuplement très hétérogène. L'autre notion clé du cadre théorique qui est remis en cause, c'est le fait qu'on n'ait pas d'institution de gestion, on n'a pas de règles explicitement formulées à propos de la ressource sur un espace bien délimité. Pour autant, on l'a vu, on a des formes de coordination qui conjuguent à la fois de la fluidité, qui est liée à cette variabilité des ressources et aux mobilités des personnes, et puis un minimum de stabilité autour du parcellaire et des campements. Alors, bien sûr, l'existence de ces formes de coordination, elle est pour partie liée au fait qu'on n'a pas de rareté de la ressource. La ressource, elle est disponible, même si les conditions d'exploitation vont être vraiment très défavorables, la ressource existe. Et donc, on a des ajustements possibles qui vont se faire sur des espaces assez larges qui ne sont pas délimités. Espaces qui, d'ailleurs, vont se dégager progressivement au cours de l'année à mesure que la pression agricole et pastorale augmente. Et puis, quand même, un mot pour montrer qu'on peut avoir, certes, on n'a pas d'exclusion en termes de droits sur les ressources, mais par contre, ça n'empêche pas qu'on ait des priorités, l'agriculture sur l'élevage, ou des inégalités d'accès qui sont guidées par des inégalités d'accès au capital, au travail, au savoir. Et puis, comme annoncé au départ, quelques mots sur les dynamiques de changement en cours et sur les conflits et tensions de la dernière décennie. J'ai choisi de ne pas les développer, mais on pourrait y revenir dans la discussion. Quels sont ces conflits et ces tensions ? D'abord, on observe la récurrence de certains conflits fonciers, parfois très violents. Mais en fait, c'est des conflits fonciers qui s'interprètent comme des conflits territoriaux dans le cadre de luttes politiques pour le contrôle des communes. Dans un contexte où le pouvoir recouvrant des sultans Kotoko, dont je vous ai parlé au début, a disparu, et où
du coup, les limites des maîtrises territoriales des chefs arabes shoah sont incertaines. On a, au-delà de ces conflits fonciers, avec la communalisation, on voit apparaître des velléités de certains patrons de pêche, de certains grands éleveurs, de faire en sorte que l'autorisation d'accès qui est octroyée par les élus locaux et l'administration soit l'occasion d'exclure certains usagers sur des critères d'appartenance, cette fois. On a aussi, et c'est évidemment très important dans les évolutions en cours, c'est des tentatives de contrôle territorial par des grands commerçants qui ont su s'imposer comme des acteurs politiques majeurs dans le contexte de la démocratisation. Et par endroits, ce contrôle territorial il va pouvoir se transformer en privatisation foncière pour laisser par exemple un vaste espace au pâturage des troupeaux d'un grand commerçant. On a aussi une limite très claire du fait qu'on a des interventions des autorités du territoire qui se résument à l'autorisation contre prélèvement, qui fait qu'on a vu se développer de manière assez massive des engins de pêche qui sont interdits par la législation et qui posent de fait des vrais problèmes en termes d'inégalité d'accès à la ressource. Donc ces engins de pêche ils se sont largement développés, les autorités se contentant en fait d'en autoriser l'usage, en gros au plus offrant, pour faire simple. Deux changements aussi, alors d'un autre ordre là. D'abord, et on rejoint complètement ce qui a été dit sur le Maghreb, et puis ce matin en fait sur les théories économiques libérales ou néoclassiques, c'est qu'on a effectivement sur ces espaces de décrue les politiques publiques, ce que c'est effectivement de dire que c'est un mode d'exploitation qui n'est pas performant, une agriculture paysanne qui n'est pas performante. Et donc, on va y substituer une grande agriculture motomécanisée dans des grandes entreprises, aux mains de grands entrepreneurs, en l'occurrence nationaux. Donc ça aussi, c'est présent, c'est cette incertitude des politiques publiques qui est présente aussi ici. Et puis, on peut effectivement ne pas dire un mot sur Boko Haram, qui s'est complètement implanté au lac Tchad depuis 2014 et 2015. Et donc, évidemment, des mutations en cours. Et donc, finalement, ces tensions et ces conflits, qui sont indissociables des enjeux politiques nouveaux du lac, dans un contexte d'intensification des mobilités des échanges, mais aussi de démocratisation, interrogent sur ce que signifie conceptuellement ce que je vous ai présenté, en fait. Cette période des années 90-2000, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'était finalement une période de fermeture du front pionnier, ou au contraire une phase d'institutionnalisation d'une gouvernance fluide qui serait liée à ce caractère structurel de la variabilité des ressources et puis des mobilités des hommes. Voilà, donc ce qui me semblait intéressant pour essayer de remonter en généralité, de lancer le débat peut-être, c'est qu'effectivement, on a une situation, enfin Charline l'a dit tout à l'heure, où on n'a pas vraiment de communauté. On a des acteurs variés, venant d'origines différentes, avec une très forte mobilité. On a des formes de coordination par évitement mutuel, ajustement, à certains endroits des formes d'action collective organisées autour des digues. On a des pouvoirs qui plus accordent des droits d'accès sans que la dimension gestion de la ressource soit au cœur des décisions. Et puis, et pourtant ça marche. Enfin, en tout cas, ça marche globalement. Et donc, ça pose question effectivement sur la qualification de ce type de situation, où effectivement le terme commun au sens très large, on n'est pas dans de l'appropriation privative, donc là il n'y a aucun problème effectivement, mais du coup au-delà de ça, comment qualifier ce type de gouvernance du plurisage dans ce type de situation me semble intéressant à discuter dans les débats autour de la notion de commun. Et c'est vrai que les catégorisations que proposait Balland et Plateau autour de communs régulés versus non régulés ne fonctionnent pas du tout parce qu'elles présupposent effectivement une communauté, en tout cas un accès des ayants droit avec la question d'est-ce qu'il y a des règles d'exploitation ou pas derrière. Et là, en fait, on voit qu'il peut y avoir éventuellement des règles d'exploitation sans communauté ou sans exclusion de l'accès. Et puis ça renvoie, mais il faudrait creuser plus la chose, à les travaux de Moritz sur le Logone, donc pas très très loin,
sur le pastoralisme, du coup, pas sur le pluriusage, qui dit, mais finalement, lui, par rapport à ses travaux sur le pastoralisme, dit aussi, finalement, ce qu'on voit dans l'organisation du pastoralisme, sur l'efficacité de l'exploitation du milieu, on n'est pas de l'ordre aussi de la régulation par les communs, classiquement, et dit, c'est des régimes d'accès libre. Les gens viennent, amènent leurs troupeaux, n'ont pas besoin de demander d'autorisation. Il n'y a pas de distinction entre ayant droit et non ayant droit. Mais pour autant, accès libre, open access, on ne peut pas considérer que c'est comme chez Hardin, il n'y a rien, tout le monde se précipite et c'est forcément la catastrophe. Parce qu'il y a des configurations, sans doute spécifiques, effectivement, là. Faible rareté de la ressource, échelle spatiale grande qui permet des ajustements sur un espace géographique plus grand, ou finalement, eh bien, des situations d'accès libre ou de quasi-accès libre permettent effectivement une exploitation durable ou efficace, quoi. Et il nous semble du coup que ce type de situations sont intéressants parce qu'elles mettent un peu à l'épreuve les analyses sur les communs, un peu de limite de ce point de vue-là, et amènent à essayer du coup d'interroger, de caractériser la diversité des configurations et de mieux les qualifier au-delà du constat. Et puis, il nous semble, mais ça, on va débattre, que du comment l'entrée par essayer de remonter par le bas des accès, des modes de coordination pour caractériser les formes de gouvernance permet justement de décrire de façon relativement fine ces configurations et peut-être un outil justement pour reprendre la question de cette diversité des configurations que l'on derrière l'acception large de commun. Voilà, merci. Vous mettez vraiment l'accent sur la dispersion, la variété, l'hétérogénéité, la mobilité et des ressources et des usagers. Et c'est aussi une façon, une des façons les plus récentes, des critères les plus récents pour caractériser le pastoralisme. C'est-à-dire, on ne parle plus simplement de schémas extensifs de mobilité, mais on parle de ses capacités à tirer le meilleur parti d'hétérogénéité et de dispersion spatiale et temporelle, ce qui se heurte à quand même des tendances lourdes de mise en valeur territoriale fondées au contraire sur une fragmentation, une standardisation et une normalisation des modes d'exploitation et des ressources, qui peut être un autre risque qui compromet la durabilité de ces usages pastoraux. On en est loin dans votre cas, puisque vous avez souligné qu'il y avait relativement peu de pouvoir, d'emprise politique publique, mais votre démonstration montre bien, justement parce que ça a marché pendant longtemps et que ces multi-usages s'imbriquent et s'évitent et on doit un petit peu, une des caractéristiques de ce système, de ce mode de vie et d'exploitation. Donc, merci pour cet exposé. Alors, je dois dire que je ne connais absolument pas Outre-Mal. J'ai lu, comme tout le monde, des choses sur le bassin du lac Tchad. Je connais une vague littérature sur la régulation multi-usage dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le bassin central du Niger, sous obédience quand même d'une autorité politique, la DINA, etc., ce qui est quand même assez différent. Encore que là, vous parlez de l'intervention de l'autorité du sultan de Sokoto. Bon, bien sûr qu'on aurait envie d'en savoir plus. On aurait envie d'en savoir plus aussi sur la répartition des pouvoirs des États qui interviennent à 4 sur le bassin. Bon, on peut imaginer que ça a des conséquences. Enfin, bon, bref. Et effectivement, le résultat auquel vous arrivez est quand même très étonnant. Enfin, pour quelqu'un qui est complètement étranger. Depuis le temps qu'on entend dire, on parle de disparition du lac Tchad, les travaux de notre collègue, Seniobos. Alors, je ne sais pas s'il partage les mêmes analyses ou qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus. Voilà. Donc, voilà mon impression. C'est un open access autorégulé assez étonnant. Hein, vous le dites, c'est ça. Voilà. D'où l'intérêt du cas.
Alors, bien sûr, vous indiquez aussi tous les facteurs de changement que vous voyez apparaître, hein, notamment dans la dernière dizaine d'années, avec la montée de la politisation clientéliste, de l'accès à la ressource, etc., y compris Boko Haram, etc. Mais enfin, en gros, l'open access continue à être régulé de manière spontanée, c'est pas le terme, mais de manière, on voit pas tout. Enfin bon, il est là. Alors, au détour d'une diapo, vous indiquez qu'il n'y a pas d'exclusion moyennant redevance. Vous n'en parlez pas tellement. Parce que cette redevance, ça peut être un sacré filtre. Voilà ma question. Est-ce que vous pouvez nous dire plus là-dessus? Et est-ce que ça pourrait amener à une sorte d'open access qui, en fait, est administré par la redevance, par un marché administratif ou quelque chose comme ça? Oui, alors effectivement, c'est une possibilité qui aujourd'hui c'est pas concrétisé. C'est une redevance, mais c'est très faible, hein, donc il y a pas de. C'est une redevance qui reste faible, et donc mais là où effectivement on peut arriver on arrive quand même quelque part vers l'open access administré. C'est que du coup on a notamment depuis quelques années, j'en ai pas parlé là, des mesures qui consistent à retarder l'entrée des éleveurs non nationaux sur le territoire. Donc c'est le préfet en l'occurrence qui va prendre un arrêté pour retarder cette entrée. Donc mais ces décisions-là, c'est pas le préfet lui qui l'a choisi, c'est vraiment il y a derrière toute une mobilisation des Arabes Shoa à l'initiative de grands patrons Arabes Shoa. Donc c'est aussi un jeu politique. Ça s'explique aussi par le poids des grands commerçants Arabes Shoa qui sont aussi des grands éleveurs Arabes Shoa et leur relation avec l'administration. Mais il n'empêche que du coup, oui, on a des restrictions d'accès qui passent par l'administration. Et aujourd'hui, c'est les seules formes de régulation en fait qui apparaissent. Donc oui, et c'est aujourd'hui, c'est le risque, c'est ce qui attend le lac. On a un espace qui est militarisé, avec effectivement, les migrants saisonniers ne peuvent plus venir parce qu'il y a des contrôles des forces armées. Enfin, là, parce qu'on est dans le contexte Boko Haram. Et donc du coup, c'est complètement ça. Oui, on a quelque chose qui est complètement administré. Mais ça n'a pas été ça, quoi, jusqu'à présent. Pardon. Une question totalement béotienne, je connais absolument pas quelque chose. Est-ce qu'il y a une possibilité d'accaparement d'un groupe? Alors là, vous disiez qu'il y a le contrôle des plus riches. Oui. C'est aujourd'hui ce qui est concret, c'est qu'on a donc en gros, on a deux élites qui se disputent un peu le contrôle de Slack, et on a effectivement, en l'occurrence, un grand commerçant qui a vraiment un contrôle territorial important et qui a réservé un espace pour le pâturage de ses troupeaux. Et comment il fait ça? C'est qu'en fait, ni le chef traditionnel, ni le maire, ni le sous-préfet va intervenir en cas de conflit, parce que c'est un arrangement entre ces différents acteurs. Donc ça, c'est une première forme d'accaparement, mais je dirais, elle n'était pas très... Voilà, à l'échelle de l'ensemble de la région, ça ne modifiait pas sensiblement le système. Là où potentiellement ça peut changer beaucoup de choses, c'est le projet là, dont je vous parlais de grande agriculture moto-mécanisée. Ce n'est pas n'importe qui est le porteur de ce projet-là, c'est en l'occurrence ce grand commerçant qui a pris le contrôle territorial sur cet espace. Aujourd'hui, en période Boko Haram, c'est encore cet acteur-là qui contrôle en fait le territoire. Donc ça va en s'accentuant. Ouais. Sur cet espace où il n'y a pas de pouvoir traditionnel fort, on a vraiment de la... Ouais. Oui. Ce micro-là est coupé, donc je repique celui-là juste temporairement pour continuer un petit peu sur la réponse à Jean-Pierre. D'abord, pour te rassurer, Senyobo, c'était dans le jury de thèse de Charline, donc Antérine, globalement, n'est pas en désaccord profond, loin de là, avec ce qui a été fait. Et effectivement, une des différences par rapport aux cas que tu citais de delta intérieur du Niger et puis moyenne vallée du fleuve Sénégal, c'est qu'effectivement, on est sur un processus très récent.
finalement qui se développe depuis les années 50, 60 pour la pêche et même 70 pour l'agriculture. Et du coup, on n'a pas, comme dans les deux cas de la vallée du fleuve Sénégal et du Niger, une histoire longue de l'organisation de la coexistence de ces usages, et ce que Bouthier et Schmitz avaient appelé une écologie politique du territoire, avec d'une part peut-être des espaces plus spécialisés entre zones de décrue, zones de pâturage, etc. Ça serait peut-être à voir dans les paysages de la moyenne vallée en tout cas. Et puis des spécialisations professionnelles plus fortes, soit à base ethnique, entre guillemets, effectivement, entre agriculteurs, éleveurs et pêcheurs dans le cadre du delta intérieur du Niger, ou en branche de la société Poulard, entre oui, enfin agriculteurs, pêcheurs, sous-balbés et pasteurs, quoi. Et donc effectivement, là, dans les deux cas, dans les deux autres cas, on a vraiment effectivement une organisation de cette coexistence des usages sous l'égide d'un pouvoir politique, aux mains plutôt des éleveurs et des pasteurs dans le cadre du delta intérieur du Niger, plutôt des agriculteurs et de l'aristocratie torobée dans le cadre de la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Mais de fait, on n'est pas dans cette configuration-là, quoi. Pour une part, du fait de l'histoire récente, et c'est là effectivement où 30 ans, c'est pas grand-chose dans l'histoire, donc on a une interrogation, d'autant plus que Boko Haram a quand même largement bouleversé la situation, une interrogation sur ce que Charline décrit. Est-ce que finalement c'est une phase de front de colonisation pas encore stabilisée, et qu'après ça, effectivement, au-delà des formes d'action collective avec les digues, des règles sur la coexistence et sur les dégâts de pâturage qu'on voit apparaître dans les années 80, est-ce qu'effectivement le contrôle foncier par les commerçants, est-ce que ça aurait finalement dans 10, 15, 20 ans fait exploser le système la façon dont les choses fonctionnent à l'heure actuelle, quoi. Et ça, vu les bouleversements apportés par Boko Haram, en tout cas c'est en suspens, et il est probable que de toute façon il y ait des bifurcations très fortes par rapport à ces éventuelles trajectoires. Voilà. Et sur la dimension autorégulée, il me semble que qu'on a essayé de faire, c'est que justement, c'est pas si autorégulé que ça, et c'est un petit peu une des questions que je posais à Charline pendant sa soutenance, c'est de dire, essayons de décortiquer un peu plus comment ça marche, et tu me corriges si je... Mais la dimension, justement, le rôle des autorités coutumières qui accordent malgré tout le droit d'accès, étaient des dimensions que tu n'avais pas trop vues, et que ce travail permet de mieux prendre en compte mais en même temps, de mieux prendre en compte dans l'analyse, mais qui en même temps n'amène pas à modifier complètement l'analyse de ce qui se passe, et le fait que la majeure partie des formes de coordination se fassent par ajustement mutuel, etc., du fait de cette triple fluidité finalement, la variabilité hydrologique qui est très, très forte, la forte mobilité d'une bonne partie des acteurs, non seulement qui viennent et repartent pour certains, mais ne reviennent pas ou arrivent de nouveau pour d'autres, et puis aussi l'absence de spécialisation dans l'activité, et le fait que les mêmes personnes passent relativement facilement de pêche à éleveur, etc., en fonction des saisons, quoi. Donc on a une triple variabilité qui fait que la stabilisation, ou l'hypothèse de stabilisation est peut-être pas forcément sûre, et que peut-être... Cristallisation. Stratégie, des rapports. Oui, aussi, mais en même temps, la possibilité effectivement de stabiliser des parcellaires et du contrôle foncier stabilisé est rendue plus compliquée par la variabilité des crues, qui fait que, de toute façon, voilà, donc il y a des facteurs structurels de variabilité qui font que on peut se demander, c'est pas forcément, il me semble qu'il y a un débat interprétatif sur le fait de dire, effectivement, est-ce que c'était une étape et que ça allait forcément se stabiliser, ou est-ce que du fait de cette variabilité du milieu en particulier et l'autre, on pouvait penser que ce type de mode de régulation puisse s'institutionnaliser un peu plus ou exister dans la durée, quoi. Oui, merci pour cette intéressante présentation. Moi, juste, je voudrais une petite précision par rapport à l'évitement et l'ajustement mutuel. Alors, soit c'est le résultat d'une hauteur d'eau, d'une saison, et donc du coup, ça se fait tout seul. Si ça ne se fait pas tout seul et que ce n'est pas lié uniquement aux conditions hydrologiques, et voilà, c'est quelque part qu'il y a une forme de régulation qui se met en œuvre. Vous êtes bien d'accord? C'est que donc il y a bien quand même
C'est pour ça, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de règles? Voilà. Et moi, j'aimerais bien, je n'ai pas vraiment compris, alors j'aimerais bien un éclaircissement sur ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas de règles. Et moi, je vous renvoie à un travail qui avait été fait, moi, je ne connais rien non plus à cette zone, donc je ne vais surtout pas me hasarder à comparer avec quoi que ce soit. Mais je renvoie à un travail qui essayait, par exemple, de montrer par rapport à, vous dites, la fidélité, enfin, le fait que les éleveurs reviennent toujours au même endroit. Ben, je vous renvoie à un travail qui avait été fait, qui essayait de montrer qu'est-ce qui pouvait expliquer cette fidélité, qui faisait deux hypothèses. Une hypothèse de meilleure qualité des pâturages ou de choses qui permettaient d'optimiser l'élevage et qui avait suivi ça pendant assez longtemps. Et puis une autre qui était de dire, en fait, il y a une certaine fidélité qui se fait, il y a une confiance qui se construit, il y a une réputation de l'éleveur qui quand même respecte l'endroit qui lui est donné, qui fait que c'est cette fidélité qui expliquait mieux ce qui était observé sur le terrain que le fait que le pâturage y soit riche, y soit machin. Il y avait une relation qui s'était mise, donc quelque part aussi une forme de norme, d'accord, quoi. Donc moi je trouve ça intéressant. Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça revient à ce qu'on discutait un peu ce matin, quand il y a une très grande variabilité de tout, il n'y a pas de commun au sens où ça a été défini, où la théorie elle essaie de définir, c'est valable pour certaines situations, mais pas pour toutes. Donc là, tout à fait d'accord. Donc merci pour la question. Effectivement, je pense que j'ai pas assez développé cet aspect-là. Bon, ça dépend ce qu'on entend par règle. En fait, quand je disais règle, je pensais à une règle vraiment explicitement formulée, quoi. Mais c'était pour justement se faire cette distinction quand même quand on parle de commun, on a quand même cette idée de règle. Oui, mais en tout cas, on n'a pas de règle. Si vous voulez, si vous demandez aux gens dans les discours. En gros, vous aurez toujours la même réponse qui est que tout le monde a le droit d'aller partout, quoi. Donc, c'est dans ce sens-là où il n'y a pas de règle. Par contre, qu'il y ait des... Ça, c'est déjà un principe. Oui, c'est un principe, mais par contre, qu'il y ait des relations... Il y a évidemment des relations d'interconnaissance. Ce que je disais, les gens s'informent sur les mobilités des autres, ils se rencontrent dans les marchés, ils se rencontrent dans les lieux de culte, ils se connaissent. Alors, il y a l'arrivée de nouveaux groupes, mais ça passe effectivement par un processus d'intégration. Ouais. Donc oui, complètement. Enfin, c'est ce que vous dites. Oui, c'est normé. Oui. Si je peux. Et derrière, il y a des pratiques qui sont normées par ça. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une règle écrite, etc. Et c'est là que le cas du privé usage est intéressant pour ça. J'abuse de mon privilège d'avoir le micro. Si je peux, dans la suite de ce que tu dis, il y a bien un communautarisme affiché et puis quelque chose qui relève du naturalisme. Nous, on va où il y a de l'herbe et où nos troupeaux ont besoin d'aller. Et là-dessous, évidemment, il y a des raisons sociales et idéologiques qui font qu'un pâturage est attractif, notamment si on y est tranquille. Et si on y est tranquille et qu'on y retourne, c'est que des droits ont été acquis ou négociés depuis des générations. Et c'est aussi une manière de qualifier la ressource. Un bon endroit. C'est pas simplement une biomasse, c'est aussi cet ensemble d'attributs qui se construisent et qui n'existent que parce qu'on se construit et qu'on y consacre du temps. On peut parler de coûts de transaction, mais on peut le dire de plusieurs manières. Évidemment que l'interconnaissance n'exclut pas les inégalités, les hiérarchies et les priorités. Ceci dit, je voulais poser une question en écho à ce que expliquait Omar tout à l'heure sur les formes de revendication et l'enrôlement un petit peu de certaines causes par des acteurs urbains revenus ou possesseurs, etc. On a l'impression que dans ce cas-là, malgré les ruptures un peu violentes et les transformations profondes qui sont en train d'arriver, tout se passe entre les gens. Il y a bien des stratégies d'évitement qui se transforment en stratégies d'accaparement. Il y a bien des pressions lobbyistes pour faire prendre des arrêtés. On sent bien toutes ces formes-là qu'on peut appeler de l'action collective, mais dans ce que vous avez décrit. Mais on n'entend pas. Est-ce que c'est par un choix que vous avez fait de ne pas en parler? Est-ce que ça n'existe pas? On n'a pas l'impression qu'il y ait ce qu'on appelle un mouvement social, ou qu'il y a un discours produit là-dessus, soit par les acteurs eux-mêmes, avec ce qu'il faut d'opportunisme pour se placer, soit par les autorités plus ou moins distantes d'un pays ou d'un autre, soit par des acteurs du développement qui voudraient qualifier ce qui se passe là. Et voilà. En somme, à part Boko Haram qui produit un discours performatif, idéologique sur la région,
est-ce qu'il y a un discours produit, une mobilisation, un enrôlement, une utilisation opportuniste, une revendication citoyenne, que sais-je, ou est-ce que tout continue à se passer dans une forme de régulation tacite, plus ou moins? Voilà. Oui, enfin, non, il n'y a pas de... Pourquoi ? y a pas de... Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de... On a des communautés villageoises qui partagent pas une identité historique très profonde. On a du coup des villages qui sont constitués qui partagent une identité de migrants vraiment, quoi. Et y compris dans l'arrière-pays, les communautés arabes chouas sont très divisées entre elles. Donc on n'a pas de cristallisation autour de quelque chose qui pourrait être une appartenance dont on se revendiquerait. Et notamment au lac, ce qui fait tout le dynamisme du lac, c'est justement qu'on a des échanges vraiment très importants entre communautés, avec des fonctions de commerce, de crédit qui sont prises en charge par tout un tas de communautés différentes. Donc on n'a pas de cristallisation autour d'une appartenance type. Après, enfin non, oui, on n'a pas ce genre de Peut-être pour revenir sur la question effectivement des règles, effectivement c'est une maladresse de dire qu'il n'y a pas de règles. Il y a des régularités. Donc il y a de la régularité, il y a des régulations qui se basent sur un certain nombre de principes, on a dit. Il n'y a pas les systèmes sophistiqués d'emboîtement de niveau de règles, encore une fois, dans les 8 principes, qui déclinent de principes constitutionnels jusqu'à des règles opérationnelles qui disent très précisément tu fais comme ci ou tu fais comme ça. C'est là, effectivement, les modes de coordination, pour une part, reposent sur, effectivement, les principes généraux, tout le monde a droit d'être là. J'ai défriché, donc tu as défriché, donc je m'installe à côté, ou tu as défriché, donc j'emmène mes troupeaux à côté, ou trop d'éleveurs sont là, donc du coup je ne vais pas prendre le risque de défricher. Voilà, permettre ces ajustements et ces formes de coordination sans qu'il y ait besoin de cliner ça dans les systèmes de règles emboîtés encore une fois du Wallerströmien et d'autorités chargées d'en assurer l'enforcement à tous les niveaux, quoi. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas non plus d'autorité et de respect des règles. Et en particulier, Charline a parlé du cas des digues, de l'obligation de contribuer au travail collectif pour les digues sous peine de perdre la parcelle, de la possibilité éventuellement de substituer l'investissement en travail par une contribution en argent. Et là, il y a bien le recours à des chefs de village pour mettre en œuvre les sanctions qu'on a besoin, qui ne sont pas internes au groupe des acteurs investissant dans la digue, qui arrivent à se coordonner pour faire le job, mais n'ont pas la capacité d'autorégulation et de sanctions internes, et qui vont du coup faire appel à une autorité extérieure pour mettre en œuvre les sanctions. Donc la capacité de sanction, là, elle n'est pas interne. En l'occurrence, si on regarde digue, l'objet digue, comme commun entre les acteurs dont les champs sont derrière et qui en profitent, c'est-à-dire la capacité de sanction n'est pas internalisée au groupe des usagers, elle mobilise une autorité extérieure, quoi. Donc c'est dans le sens où quand on regarde les différents enjeux de coordination, d'action collective, etc., on a des configurations un petit peu différentes, et c'est ça que je trouvais particulièrement intéressant à essayer de décortiquer bout par bout dans le cas du lac Tchad. Écoutez, merci beaucoup Philippe et Charline, encore une fois.